Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Formé en 1989, NTM a marqué le hip-hop en France au même titre qu'IAM ou MC Solar. Le groupe de Joey Starr et Cool Chain fait l'objet d'un film sorti en novembre, Suprême, réalisé par Audrey Estrugo, signe de son importance dans le patrimoine culturel français des dernières décennies. Code Source résume aujourd'hui l'histoire d'NTM avec Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolles, vous allez nous raconter l'histoire d'NTM, mais d'abord vous avez déjà interviewé Joey Starr et Cool Chain. Ils sont comment en vrai ? À vrai dire, il vaut mieux les rencontrer séparément qu'en groupe. Cool Chain, ça se passe toujours très bien, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi, qui est vraiment attentif aux questions. Joey Starr, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai des souvenirs parfois chaotiques avec lui et Cool Chain dans le cadre d'interviews de NTM où il retoque les questions, comme on dit, ou bien dès la première question, il va se tourner vers Cool Chain en disant tu vois, c'est pour ce genre de questions débiles que j'aime pas faire des interviews. Ou bien au bout de 3 questions, il va ouvrir la porte de la salle d'interview en disant c'est fini là, je peux m'en aller. Et en revanche, quand Joey Starr est tout seul, ça m'est arrivé de l'interviewer plusieurs fois, notamment à l'occasion de la sortie du film Police, où là il n'était pas dans le grand guignol et dans la provocation, et il devient vraiment passionnant à ce moment-là. En interview, Joey Starr, il peut être très drôle. Oui, parfois c'est un petit peu compliqué, mais en même temps il a des punchlines assez rigolotes. Je me souviens d'une interview qu'on avait faite, une interview croisée avec Nicoletta. Il avait fait un duo avec Nicoletta à l'époque, et à la fin il y a une séance photo avec un photographe du Parisien qui lui dit Monsieur Joey Starr, est-ce que vous pourriez retirer vos lunettes noires ? Il lui répond du tac au tac tu retires ton pantalon toi pour faire des photos ? Non ? Je retire pas mes lunettes alors. Joey Starr et Cool Chain ont grandi tous les deux à Saint-Denis. Didier Morville, alias Joey Starr, y est né le 27 octobre 1967. Ses parents sont martiniquais, mais il est élevé uniquement par son père, un père violent. Il a vécu avec son père, sa mère est partie, on a l'impression même qu'elle s'est enfuie et qu'elle a échappé à un foyer extrêmement violent, et lui il en a subi les conséquences quand il était tout seul avec son père. Alors ça passait par les coups de ceinturon parce qu'il avait des mauvaises notes, ça passait par des humiliations quotidiennes, jusqu'à cette fameuse anecdote où il avait comme animal de compagnie un lapin, et que son père a tué le lapin et lui a fait manger. Ce qui est évidemment, on imagine, totalement traumatisant pour un gamin. Donc c'est une forme de violence physique et de violence psychologique. Bruno Lopez, alias Cool Chain, est né lui aussi à Saint-Denis le 9 février 1966. Son père est originaire du Portugal, sa mère bretonne. Il grandit dans un quartier pavillonnaire à côté de la cité de Didier. Il a une enfance plus cadrée. Son père, qui travaille dans le bâtiment, aurait voulu qu'il devienne footballeur professionnel. Le grand frère de Bruno, 8 ans plus âgé, lui transmet la passion de la soul et du funk avec ses disques de James Brown ou encore d'Otis Redding. Bruno Lopez a donc 1 an de plus que Didier Morville. Il est en CM2 quand Didier est en CM1 et donc dans la cour il ne lui parle pas. Mais ils vont réellement faire connaissance quand ils ont 16-17 ans en 1983 à Paris sur le parvis du Trocadéro. Tout le mouvement hip-hop qui passait à la fois par le rap, par la danse, donc le break, le smurf, a commencé à émerger en France, et eux, ils traînaient au Trocadéro pour observer ces fameux danseurs de smurf, de break, qui étaient sur les esplanades, et ils avaient envie de participer à ça, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à échanger et vraiment à devenir proches. Ils sont tous les deux devenus de très bons danseurs, et ensemble, ils font aussi partie d'un groupe de taggeurs et de graffeurs. Au fil des mois, on voit apparaître un peu partout, en banlieue parisienne, mais aussi à Paris, un tag 93 NTM avec ces 3 lettres au départ un peu mystérieuses. Ils arrivent à rentrer dans le métro la nuit, à s'engouffrer dans des tunnels, et donc les rames qui sont stationnées, ils les graffent avec ce fameux sigle 93 NTM. Le magazine d'Antenne 2, envoyé spécial, fait un reportage sur le sujet. NTM, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nique ta mère. On aperçoit Cool Chain et Joey Starr. Jusqu'à maintenant, c'est la seule façon qu'on a trouvé de se faire remarquer. Et en plus, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise tous les jours qui peut être l'équivalent de zut ou merde. On n'a qu'une vie, quoi. Alors on s'amuse en étant productif. Il découvre le rap avec l'un des membres de ce groupe, un certain Rockin' Squat.
Oui, Rockin' Squat, c'est son nom de scène. Et dans la vie, il s'appelle Mathias. Mathias Cassel, c'est le frère de Vincent Cassel, le comédien, et le fils de Jean-Pierre Cassel. Il forme avec son acolyte solo un duo qui s'appelle Assassin. Oui, je suis le mec que l'on appelle Rockin' Squat. Ma poésie fuse et mes rimes m'attraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18e, je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ils ont déjà leur structure et ils commencent déjà à faire de la scène. Didier Morville et Bruno Lopez vont les imiter. Ils ont envie d'essayer de faire du rap aussi parce qu'ils sont fascinés par cette musique qui commence à émerger en France. Et donc, ils commencent chacun de leur côté à écrire en sachant qu'ils ont une vie très très différente à ce moment-là. C'est-à-dire que Bruno, il est chez ses parents, il a plutôt été bon élève à l'école, même s'il a arrêté, alors que Didier, lui, c'est le chaos total dans sa vie. C'est-à-dire qu'il vit à la rue, il plonge dans la drogue, dans l'alcool, il commet des petits larcins parce qu'il faut bien survivre. Il ne sait pas du tout de quoi va être fait le lendemain. Et donc ils décident de faire du rap ensemble et de garder le nom de leur groupe de Taggers 93 NTM. Évidemment, il faut le replacer dans le contexte de l'époque. Nique ta mère, ça paraît extrêmement choquant, extrêmement insultant à l'époque. C'était très très troublant d'avoir cette appellation-là. Ils se font remarquer, ils font partie d'un projet important, une compilation qui sort en mai 1990. Il y a tous les premiers titres de tous les premiers groupes de rap français, si on peut dire. Et il y a donc un fameux premier titre de NTM qui est sur ce disque qui s'appelle Je rappe. Évitant toute erreur, j'attaque avec saveur, fouettant l'auditeur, le touchant en plein cœur, je gonfle l'argument, le structure largement, je rappe, expliquant à chacun que ce domaine est le mien, car je vais et viens sur les aléas du tempo, oui sans aucun accroc, normal pour un pro. C'est un morceau assez brouillon dans sa construction musicale, c'est une rythmique qui va très très vite, brouillon aussi dans son texte, même si c'est plein de bonnes intentions. Parmi tous les autres morceaux qu'il peut y avoir dans cette compilation, que c'est vraiment pas le meilleur. Malgré tout, ils commencent à faire des premières parties dans des salles parisiennes et grâce à leur manager, un certain Sébastien Farran, ils ont des contacts avec des maisons de disques. Il y a un premier rendez-vous avec le label Polydor qui se passe pas très très bien, où le directeur artistique qui écoute les quelques morceaux qu'ils peuvent avoir. Il leur dit c'est pas mal, musicalement c'est bien, mais enfin les textes c'est pas terrible quoi. Donc moi ce que je vous propose c'est d'avoir un parolier. C'était pas du tout ce qu'il fallait dire à Cool Chain et à Joey Starr à l'époque qui évidemment portaient leurs chansons et leur musique à travers leurs textes. Et puis après il y a un autre rendez-vous via Sébastien Farran chez Sony. Et là il y a un vrai contrat qui se signe. Alors pour la petite histoire, généralement les contrats, il y a une avance et c'est un chèque à encaisser. Et il se trouve que Joey Starr est tellement marginal à ce moment-là qu'il n'a même pas de compte en banque. Donc en gros, il reçoit le chèque et il dit mais qu'est-ce que je vais en faire ? Je sais même pas où le mettre quoi. Donc il a mis des mois et des mois à l'encaisser. Et puis surtout, ils n'ont pas les chansons. C'est-à-dire qu'ils ont juste quelques chansons qui leur ont permis de faire des premières parties pas trop longues. Mais imaginez 10, 12 ou 15 titres pour faire un album, c'est pas du tout d'actualité. Et là, on est en 1990. Emmanuel Marolle, à cette période, en octobre 90, l'actualité est marquée en France par des émeutes à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, après la mort d'un jeune percuté à moto par une voiture de police. Vaux-en-Velin crie sa haine. C'est dans le quartier du Mas du Taureau que la révolte a commencé. Peu après 14 heures, les jeunes ont envahi la place et mis le feu à l'Intermarché. Dans leurs mains des pierres, dans leur rage, le souvenir de Thomas Claudio, mort hier après-midi, avenue Maurice Thorez. Ça ressemble malheureusement à une bavure policière, enfin en tout cas quelque chose qui a très très mal tourné avec les forces de police. Et le quartier à Vaux-en-Velin s'enflamme, là il y a plusieurs jours d'émeutes. Les médias nationaux arrivent sur place, filment des nuits d'émeutes, des nuits où les voitures sont incendiées. Et puis on a un peu l'impression que c'est la première fois au niveau national qu'on prend conscience de l'ampleur de ce genre de problème. C'est 3 jours après le début de ces émeutes que NTM sort son premier disque avec quelques titres, un maxi, le 9 octobre 90, disque intitulé « Le monde de demain ». Oui, alors c'est très très troublant parce que c'est quasiment la bande originale de ce qui se passe à Vaux-en-Velin. Le texte dit quelque chose comme les gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui résident aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse, qui résident aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle. Car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Le monde de demain, tant qu'il a bien nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Toute
toutes les interrogations qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui se passe exactement à Vaux-en-Velin, comment on peut en arriver là, on a le constat, à défaut d'avoir les réponses, dans cette chanson Le Monde de demain. À ce moment-là, les journalistes qui les interrogent leur parlent systématiquement des banlieues. Oui, ils deviennent un petit peu des porte-parole malgré eux, parce qu'ils ont été rattrapés par l'actualité, parce que leurs chansons ont résonné. Et ils se retrouvent aussi des moments face à des politiques. Il y a un épisode assez connu avec Éric Raoult, qui est à l'époque ministre de la Ville. Éric Raoult, vous nous avez rejoint. Quand vous écoutez la chanson, celle-ci, vous songez à quoi? Vous réagissez comment, par exemple? C'est des anarchistes, ça a toujours existé. Vous vendez, mais est-ce que vous voulez réinvestir? Qu'est-ce qu'on attend pour éteindre l'incendie? D'accord, moi je fais... Qu'est-ce qu'on attend pour faire en sorte que concrètement... Moi je fais des aides de proximité, monsieur. Alors c'est quoi vos aides de proximité? Ben, on a des amis, on a des gens dans le quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, combien de thunes pour cela? C'est-à-dire? Ben, combien sur les compacts disques qui sont vendus? Attendez, combien vous en réinvestissez? Vous m'avez pris pour qui? Pour Mère Teresa? Il y a des moments comme ça assez électriques et une forme d'incompréhension entre d'un côté les politiques et puis de l'autre NTM qui va être interrogé au nom de la banlieue tout en disant mais nous on ne peut pas représenter toutes les banlieues. Le premier album d'NTM arrive dans les bacs le lundi 3 juin 1991, c'est Authentique. Décrivez-nous cette chanson Authentique qui donne le titre à l'album. C'est une chanson assez puissante, alors c'est une chanson avec plein de rimes en hic, d'où son nom. Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique, qui jamais identique, reste pourtant poétique, car sans les mecs, ma vocation est unique. Non, je ne suis pas le céloustique, complètement idiopathique, oui, ma vertu est acoustique et j'en suis fanatique, car je tiens tous ces mots d'une inspiration mystique, dans ce but chaotique, piétinante critique, journalistique. Je suis authentique. C'est une façon aussi de dire on n'a pas perdu l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on est, d'où on vient, et donc notre authenticité, d'où le titre à la fois de la chanson et de l'album. Comment ce disque est-il accueilli? En quelques semaines, il est à 70 000 exemplaires, ce qui est plutôt bien. Ça reste quand même une musique très clivante, une musique de banlieue, de cité, mais en même temps, il se passe quelque chose, parce que c'est un disque qui dit des choses qu'on a jamais entendu non plus dans des chansons, et donc ça trouve un vrai écho. Mais à ce moment-là, NTM fait toujours polémique, quelque part, ne serait-ce que par son nom. Médiatiquement, on ramène beaucoup le groupe à son nom. Cool Chain me disait dans une interview il y a quelques années, en fait, il y avait 1000 rimes au total à peu près dans ce disque, et le seul truc qu'on demandait au groupe quand il faisait des interviews importantes avec des gros médias, c'était mais pourquoi nique ta mère? Le deuxième album de NTM, 1993, J'appuie sur la gâchette, sort en mars 93 et il se vend moins bien que le précédent. Le deuxième, il est plus réfléchi et il est plus sombre. Ça trouve moins d'écho. Il y a un titre qui s'appelle J'appuie sur la gâchette. Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance mémoire. C'est le parcours d'un type qui va sombrer comme ça au fur et à mesure et qui va finir par se suicider, qui est illustré par un clip très très dur où on voit le personnage finir par se tirer une balle dans la tête. Le clip est censuré. Enfin voilà, il y a un contexte qui est très sombre et très compliqué pour le groupe. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul dans ma tête. Libre d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde d'esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette. Dans cet album, il y a la chanson Police qui cible les forces de l'ordre. Oui, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire de manière un peu réductrice, une chanson anti-flic, quoi. Traquer les keufs dans les couloirs du métro, tels sont les rêves que fait la nuit Joe. Donne-moi les balles pour la police municipale, donne-moi un flingue. Avec un refrain qui dit police, machine, matrice décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Donc voilà, c'est un résumé un peu de tout ce qui est dit dans la chanson qui se termine par un nique la police. Police, machine, matrice décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Mandatée par la justice sur laquelle je pisse. Nique la police. Le groupe sort son troisième album 2 ans plus tard, le 28 mars 1995, c'est Paris sous les bombes, avec ce titre qui revient sur leurs années graffiti. Même chose d'ailleurs dans un autre morceau, Tout n'est pas si facile. Oui, alors là c'est un album qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus produit. Le groupe a cherché à faire des singles, des choses qui pourraient passer à la radio sans perdre son âme pour autant. Il y a une chanson qui s'appelle Tout n'est pas si facile, qui est le premier single de l'album et qui est quasiment déjà une chanson nostalgique en fait.
23, il y a plus de 10 ans, déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Naïf novice, mais tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Le parcours est semé d'embûches, mais on est toujours là et on arrive à avancer. Dans cet album, Emmanuel Marolles, il y a aussi des titres festifs comme Passe-Passe le Ouinge ou encore La Fièvre. Passe-Passe le Ouinge, c'est une célébration des pétards et du fait de fumer de la drogue, mais en même temps c'est fait de manière assez festive avec ce fameux refrain que tout le monde reprend, Passe-Passe le Ouinge, il y a du monde sur la corde à linge. Et La Fièvre, c'est une chanson assez sensuelle dans sa production, même si chaque couplet raconte pas la même chose. C'est-à-dire que ils m'ont mis la fièvre, ça c'est plutôt la police qui va interroger de manière assez musclée Cool Chain. J'ai pas fait 500 mètres que les keufs m'arrêtent et me plient de me mettre sur le côté afin de me soumettre à un contrôle d'identité. Et Elle m'a mis la fièvre, c'est plutôt une soirée assez chaude que Joey Starr passe avec une jeune femme. Il y a ce fameux refrain que tout le monde chante en chœur, et elle m'a mis la fièvre pendant des heures, et elle m'a mis la fièvre. Mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures, mais elle m'a mis la fièvre pendant des heures, mais elle... À ce moment-là, vous, Emmanuel Marolles, vous les voyez sur scène au Printemps de Bourges. C'est assez marrant parce qu'à cette époque-là, le groupe est programmé dans une petite salle à Bourges. C'est la petite salle de la Grande Maison de la Culture. Et en fait, ils jouent devant peut-être 1 millier de personnes dans une salle à moitié assise, à moitié debout. Et moi, je me rappelle d'un concert, mais furieux, quoi. Joey Starr, qui est donc dans une petite salle, si on peut dire, qui va chercher les gens, à la fois les gens qui sont devant, mais aussi les gens qui sont assis, genre hey, toi mec là-bas, si tu restes assis, c'est pas la peine, tu peux sortir, allez vas-y, dégage, quoi. Et ce sont 2 bêtes de scène assez phénoménales. Ils sont vraiment dans un tandem qui rebondit tout le temps, y compris physiquement, c'est-à-dire qu'ils vont se chercher, ils se donnent des coups, ils se donnent des coups de coude, ils bombent le torse l'un contre l'autre, etc. Enfin, c'est quasiment un petit combat de boxe en direct. D'un mot, comment décrire le flow de chacun des deux? Ils sont comment? Le flow de Cool Chain, il est extrêmement précis, un vrai sens du tempo, en fait. C'est quelqu'un qui est très fan de soul, qui a écouté James Brown, Otis Redding, et c'est pas pour rien. Et Joey Starr, c'est une bête, c'est-à-dire qu'il a une présence vocale, je parle même pas de la présence physique sur scène, mais il a une présence vocale avec cette voix très très grave qui tout de suite en impose. Cet album, Paris sous les bombes, est un très gros succès. Ça se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, et là, ça leur permet de faire une vraie grosse tournée. Et on a vraiment le sentiment que c'est plus du tout un groupe de cité, un groupe de banlieue, mais qui s'adresse au très très grand public, qui va reprendre en chœur La Fièvre ou Tout n'est pas si facile. La même année, toujours en 95, le 14 juillet, NTM est en concert dans le Var, à la Seine-sur-Mer, et sur scène, les 2 rappeurs insultent les policiers qui sont présents pour assurer la sécurité. C'est un concert anti-Front National. Le FN a pris la mairie de Toulon quelques temps auparavant, et c'est une soirée où il y a plein d'artistes, il n'y a pas que des rappeurs. Et donc NTM est sur scène et s'apprête à jouer Police, la fameuse chanson, et harangue la foule en demandant à tout le monde de faire des doigts d'honneur et de scander « Nique la police ». Le problème, c'est que vu le contexte du concert, il y a beaucoup de forces de l'ordre, y compris devant la scène, parce que c'est un petit peu tendu. Et évidemment, la police se prend toutes les déclarations de Cool Chain et de Joey Starr sur scène et se prend aussi la chanson derrière et donc porte plainte. Le 15 novembre 1996, ils sont condamnés à de la prison ferme pour ces propos tenus sur scène. 6 mois de prison, dont 3 fermes, et ça entraîne beaucoup de réactions. Jean-Marie Le Chevalier, le maire Front National de Toulon, se déclare satisfait de la condamnation des 2 rappeurs. François Léotard parle d'excellente décision. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, déclare respecter la décision de justice. Un jugement qui, au contraire, scandalise le syndicat de la magistrature et de très nombreuses organisations de gauche. À ce moment-là, il y a une vraie émotion où on convoque d'un côté la liberté d'expression des artistes et de l'autre le fait d'avoir tenu des propos diffamatoires et insultants contre la police. Côté artistique, on est assez surpris, pour pas dire abasourdi, par une condamnation à de la prison ferme. Certains rappellent que des artistes qui ont toujours été adulés, respectés, cités en référence comme Brassens, disaient dans Gare aux gorilles qu'un gorille allait sodomiser la justice, quoi, ce qui était une façon
un peu fleuri de dire de manière triviale j'encule la justice, quoi. Donc il y avait ce paradoxe-là, on se disait c'est peut-être quand même parce que ce sont des rappeurs de banlieue un peu sulfureux que là on veut en faire un exemple. La peine est réduite en appel en 1997 à 2 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende. 50 000 francs, c'est environ 7 600 €. Emmanuel Marolles, juste avant la Coupe du Monde 98, le 20 avril 98, NTM sort son 4e album intitulé Suprême NTM et il contient plusieurs titres qui vont devenir des tubes. Oui, cet album, c'est vraiment celui de la consécration populaire pour NTM, grâce à notamment 3 chansons. Ma Benz, qui est une chanson assez sexy, qu'ils enregistrent avec leur pote Lord Co-City. Laisse pas traîner ton fils, qui est une chanson assez mélancolique sur l'enfance, enfin, en tout cas qui fait référence à l'enfance de Joey Starr, compliquée avec son père. Mais laisse pas traîner ton fils. Et puis Seine-Saint-Denis Style, qui est un hymne au 93 d'où ils viennent. Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fit ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, je lâche pas 9-3. Je fais le droit avec un fond spécial. Ça c'est le Saint-Mystère. 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 Cet album est un énorme carton, il se vend à plus d'1 million d'exemplaires et permet à NTM de faire une tournée à travers la France dans des salles de 5000 ou 6000 places avec notamment le Zénith de Paris le 25 novembre 1998. Ce soir on joue sur le toit de Paris. Nous on vient de Saint-Denis, mais on joue sur le toit de Paris. Seulement j'entends pas la ville faire du bruit ce soir. Emmanuel Marolles, ils sont au sommet à ce moment-là? Oui, c'est un des groupes les plus importants du moment. Ils peuvent rivaliser avec une tournée pareille et des ventes pareilles avec des artistes de variété. Quelques jours après ce concert au Zénith de Paris, le 30 novembre, Joey Starr agresse dans le hall d'un hôtel à Montpellier une hôtesse de l'air d'Air France. Il sera condamné pour cette agression en février 1999 à 2 mois de prison ferme. Et la même année, en novembre 1999, il écope de 6 mois de prison ferme pour coups et blessures sur son ancienne compagne. Une peine réduite en appel à 2 mois. Emmanuel Marolles, pendant les décennies 2000-2010 et 2010-2020, Joey Starr et Cool Chain suivent des routes séparées? Oui, je pense qu'il y a eu un moment où ils étaient arrivés au bout d'un cycle, notamment avec ce dernier album. Et puis, il y a eu des rendez-vous manqués à ce moment-là, notamment à cause des condamnations de Joey Starr. Il avait été envisagé de faire un gros concert au Stade de France, à Saint-Denis, donc évidemment tout un symbole pour eux. Joey Starr n'a pas pu être vraiment au rendez-vous. Et je pense que Cool Chain, qui est quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi, en avait peut-être un petit peu marre de tenir la baraque tant bien que mal avec son camarade qui, lui, avait du mal à se contrôler. Et puis, je pense qu'il y avait une forme de lassitude. Ils commençaient déjà à lancer des projets chacun de leur côté. Cool Chain avait lancé une structure de production qui s'appelle For My People. Enfin, voilà, on sent qu'ils ont aussi envie de faire d'autres trucs. Vous parliez des condamnations de Joey Starr. Le 31 mai 2009, il a donné plusieurs coups de hachoir sur une voiture dont l'un des occupants l'avait insulté. Condamné à 6 mois de prison ferme, il a purgé sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne. Emmanuel Marolles, Cool Chain est devenu de son côté un joueur de poker de haut niveau. Ils ont aussi fait du cinéma tous les deux, mais chacun de leur côté. Est-ce qu'ils ont été en froid au point de ne plus se parler? Ça n'a pas été la folle ambiance pendant des années quand même. Ils échangeaient un petit peu des textos de temps en temps, mais enfin vraiment ils avaient des carrières totalement différentes. Joey Starr a vraiment mené une carrière d'acteur, Cool Chain a fait des albums solo, jusqu'à un moment où ils ont réussi à se retrouver à la fin des années 2000, alors sans doute poussés par leur manager Sébastien Farran et quelques contrats assez juteux, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la reformation de NTM, c'est aussi beaucoup d'argent. Et là, ça s'est traduit par une tournée et des concerts triomphaux à Bercy. Et il y a quelques années, en 2018, Joey Starr et Cool Chain participent à une compilation organisée par le rappeur Fianso et ils enregistrent avec lui un titre sur le drapeau. Fianso, c'est un rappeur du 93. Il a fait appel à plein d'artistes pour ce disque et il fait appel au parrain
à ceux qui ont ouvert des portes. Et il fait cette chanson qui s'appelle Le Drapeau, où il y a vraiment les deux générations qui échangent, quoi. Cool Chain et Joey Starr disent quelque chose dans la chanson comme On a juste planté les graines, ça a poussé, ça fourmille. Et c'est vraiment ça. Ils ont défriché le terrain, ils ont essuyé les plâtres, et après, ils ont ouvert la voie à plein de jeunes artistes et de jeunes gens qui ont eu envie de faire la même chose. Ça a vraiment suscité des vocations. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. Je les séparés sous les bombes, depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Merci Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien.